On reste ici avec ce superbe partenariat production France-Québec. Vous êtes en direct du Québec, des États-Unis et de la France ici, puis sûrement d'autres pays. Vous pouvez le signaler dans le chat. François Asselineau président de l'Union populaire et républicaine, est avec nous. Bonjour François Asselineau. Bonjour Clémence Oudiakova et bonjour à tous vos auditeurs. Et merci beaucoup d'être avec nous pour analyser cette émission spéciale. On a entendu tout à l'heure le discours de Donald Trump. On a vu les différents reporters de notre équipe qui sont un peu partout, à Washington, à Boston, à Los Angeles, etc. Il y a ici évidemment peut-être un fragment d'histoire que nous vivons tous ensemble. Je précise que évidemment Nicolas Mirkovitch est toujours avec nous, Renaud Bochard également, qui pourront vous poser des questions. On va prendre le temps avec vous de comprendre aujourd'hui comment ça va éventuellement changer les choses pour le monde finalement cette élection. François Asselineau. Bien, écoutez, d'abord, je pense qu'en effet, c'est un événement qui est potentiellement d'une importance absolument historique, qui est peut-être comparable à la chute du mur de Berlin. Pourquoi ça? D'abord parce que je vois que, contrairement, vous l'avez dit auparavant, contrairement à ce qu'on nous a expliqué dans les médias euro-atlantistes, la victoire n'était pas du tout serrée. D'ailleurs, moi, je l'ai dit depuis plusieurs semaines, je disais, moi, je vois pas du tout que la victoire sera serrée, puisqu'on voyait que M. Trump drainait des foules immenses, alors que Kamala Harris était une sotte qui était dans les mains de l'État profond. De fait, non seulement Trump remporte la présidence, mais je crois que ça a été dit déjà, les républicains ont la majorité au Sénat, la majorité à la Chambre des représentants. Ça veut dire qu'il va avoir tout pouvoir. Alors, il faut se mettre un instant dans la tête de Donald Trump. Je crois que c'est la première fois depuis la fin du 19e siècle, depuis Cleveland, je crois qu'il y a un président des États-Unis qui avait été déjà une fois président des États-Unis, le redevient. Trump, il a 78 ans. Il est élu pour une deuxième fois président des États-Unis. Il ne pourra pas l'être une troisième fois. Oui. Donc c'est la dernière fois. Et comme vous le savez, il y a ce que le phénomène dit du lame duck, du canard boiteux à la fin de son mandat, qui fait que disons la dernière année ou la dernière année et demie, il aura de moins en moins de poids sur l'appareil d'État. Ça veut dire que Trump, il a 2 ans en fait pour agir. Ouais. Et je pense que si vous vous mettez dans sa tête, c'est quelqu'un quand même qui a été traîné dans la boue, qui a failli être assassiné 3 fois, et une fois le coup passe à si près que le chapeau tomba, comme on dit, c'est-à-dire vraiment il s'en est fallu de peu. Moi, je serais dans sa tête, je me dirais, il faut que je laisse mon nom dans l'histoire du monde. Ouais. Donc, il va avoir à la fois tous les pouvoirs et il va pouvoir laisser sa trace dans l'histoire. Et puis, je pense qu'il faut aussi il doit comprendre aussi qu'il a des ennemis de l'intérieur terribles. Parce que le rôle joué par le FBI sur l'affaire de l'attentat de Pennsylvanie est tout sauf clair. Le FBI qui a diffusé pendant la journée de l'élection qu'il y avait la Russie qui faisait de l'ingérence, etc., etc. Obama qui a expliqué à qui voulait l'entendre qu'il allait falloir des jours et des jours pour compter. En fait, je pense que l'État profond est extraordinairement inquiet parce que Trump, il peut faire quoi en fait? Moi, je serais à sa place, je craindrais pour ma vie maintenant et je m'entourerais d'une garde prétorienne. Et ce que je ferais, c'est que, comme il l'a dit lui-même, to drain the swamp, c'est-à-dire assécher le marécage de Washington, je crois qu'il faut qu'il s'attaque à ce cancer de la société américaine qu'est l'État profond, c'est-à-dire la CIA. Alors attendez, on arrive au cœur d'un sujet. On arrive au cœur d'un sujet fondamental, je pense, qu'on n'avait pas encore pris le temps d'aborder longuement. Donc on va y revenir avec tout le temps qu'il faut. Si vous voulez bien, on va faire un tout petit décrochage côté Québec et notre production France-Québec. Je crois qu'on est avec Capitaine Cosmos qui nous a fait cette magnifique traduction du discours en direct tout à l'heure. Vous souhaitiez intervenir sur le plateau québécois? Moi, oui. Allez-y, on vous écoute. Écoute, il y a une chose qui me chicote depuis tantôt, c'est que quand Trump a commencé à parler, j'ai été coupé dans ce que j'étais en train de te répondre. Et j'aimerais ça juste de terminer ça. Est-ce que ça te va? Oui, bien sûr, on va y aller rapidement, puis après on revient sur notre interview. D'accord. Alors, ce que je pense que ça représente, l'élection de Trump, en fait, c'est le réel début de la fin du mondialisme, carrément. En fait, on est effectivement plus dans des paradigmes gauche-droite, on est dans une opposition entre le mondialisme et les nationalistes. Trump est ça, et je pense que maintenant, toute l'idéologie mondialiste va se faire détruire morceau par morceau.
transgenrisme, réchauffement climatique, etc., etc. Je pense que pour la guerre en Ukraine, c'est Poutine qui va décider. Mais je pense qu'au niveau des pays occidentaux, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont changer à partir de là. Ok, merci beaucoup Sylvain Laforêt. On va reprendre après avec vous les cartes pour finir après l'interview de François Asselineau, si vous le voulez bien. François Asselineau, je reprends. Vous disiez, je rappelle, président de l'Union populaire républicaine, vous disiez, on touche ici finalement à l'état profond. Enfin, c'est ce que risque de faire Donald Trump. Et évidemment, il y a vent de panique de ce côté-là. Mais est-ce qu'ils ne vont pas utiliser tous les moyens qu'ils ont, légaux et illégaux, moraux et immoraux? C'est pour ça que je disais que, à mon avis, on entre dans une phase de l'histoire qui est extrêmement intéressante, mais qui peut être la phase de tous les dangers. Parce que, comme je vous l'ai dit, Trump, il n'a plus rien à perdre maintenant. Il a 2 ans pour agir. Il a d'ailleurs les mains libres pendant 2 ans à la Chambre des représentants et au Sénat, puisqu'ils vont le soutenir. Il est accompagné, et ça, c'est quelque chose... Il y a des choses très très différentes par rapport à son premier mandat. Dans son premier mandat, il est arrivé un petit peu encore naïf probablement sur le poids de l'appareil d'État, le poids de l'État profond, etc. Et puis par ailleurs, il s'était fait imposer des collaborateurs. Rappelez-vous, Mike Pompeo, c'était le directeur de la CIA qu'il avait pris comme secrétaire d'État aux affaires étrangères, comme secrétaire d'État. Alors que là, Trump, il arrive avec 2 personnalités tout à fait hors du commun. Robert Kennedy Jr., qui effectivement va s'occuper de la santé. Il a pris des positions qui sont extraordinairement différentes de tout ce qu'on nous a expliqué jusqu'à présent. Mais aussi, j'avais cru comprendre qu'il voudrait faire rouvrir le dossier de l'assassinat de son frère à Dallas en 63. Ça fait partie des promesses que Donald Trump lui ont faites. Donc vous vous rendez compte, ça veut dire que c'est directement la CIA, c'est directement le rapport Warren. Je crois qu'il y a 75 ou 80% des Américains qui ne croient pas du tout dans l'explication officielle du rapport Warren. Donc ça veut dire que, vous savez ce que Poutine a appelé les États-Unis l'empire du mensonge. Alors il y a des gens qui ricanent en disant Poutine nani nanina, mais c'est quand même vrai. Et on a l'impression que les États-Unis, depuis les années 60, se sont enfoncés dans une série de narratifs progressifs. Ils ont d'ailleurs inventé le mot de complotisme, etc. Je crois que c'est dans la foulée du rapport Warren. Et il y a toute une série d'immenses dossiers qui peuvent ressurgir. Évidemment, le dossier de l'assassinat du frère de Kennedy, mais peut-être d'autres dossiers plus actuels, plus gênants. Epstein, P. Diddy, peut-être aussi le 11 septembre, parce qu'il y a encore beaucoup de... C'est le moins qu'on puisse dire, c'est que la version officielle sur le 11 septembre, elle est interdite d'en parler, mais c'est quand même... Ça ne tient pas la route, du point de vue à tous les égards. Et vous croyez qu'un Donald Trump serait prêt à tout ouvrir? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est porté par cette vague du peuple américain, qui le dépasse. Il est en train de devenir potentiellement un homme absolument historique, et je crois que comme c'est un peu son personnage, et je pense que vraiment on va vivre des moments sensationnels. Alors il y a ça, c'est pour l'interne, c'est en matière interne, mais il y a aussi en matière externe. Et comme ça vient d'être dit, je suis 1000 fois d'accord. Ce que je dis d'ailleurs depuis des semaines, il est quand même, qu'on le veuille ou non, l'incarnation du monde qui est issu des traités de Westphalie de 1648 en Europe, c'est-à-dire le monde organisé selon des nations, un ordre international, avec des nations. Une nation, c'est important, ça veut dire que c'est une collectivité humaine où il y a une solidarité entre le plus riche et le plus pauvre. Et des frontières. Et des frontières. Et toute la volonté des mondialistes, c'est de faire voler les frontières, de revenir à une espèce de féodalité, comme on a connu au Moyen-Âge en Europe occidentale. Et désormais, ça ne serait plus le comte de Toulouse ou le duc de Berry, mais ça serait Bill et Melinda Gates, le BlackRock, Vanguard, etc. C'est-à-dire des puissances d'argent qui ne connaissent plus de frontières, qui n'éprouvent plus aucune solidarité vis-à-vis des gens avec qui ils partagent les mêmes territoires, qui n'éprouvent plus qu'une solidarité transfrontalière. Et donc, il va s'opposer, ce faisant, Trump, effectivement au mondialisme, mais avec tout ce que ça signifie, avec l'argent qu'il y a derrière. Rappelez-vous quand même que, comment s'appelle-t-il, Bill Gates a fait un don de $50 millions à Kamala
Harris pour sa campagne. On l'a appris il y a une semaine. Donc, les enjeux sont absolument considérables en niveau international. C'est aussi la fin de l'OMS. Vous parlez de Bill Gates, c'est aussi la fin de l'OMS. Enfin, au moins de cette mondialisation. Déjà, il faudrait... Enfin, ça, c'était ce que je disais dans mon programme. C'est que nous, la France devrait se retirer de l'OMS tant que il y aurait des puissances privées du style Bill et Melinda Gates qui donnent plus d'argent à l'OMS que les États-Unis d'Amérique. Ça va pas. Ça doit être absolument interdit. D'ailleurs, il faudrait non plus que ce soit l'Organisation mondiale de la santé, mais l'Organisation internationale de la santé. Parce qu'il y a eu, dans un certain nombre d'organisations internationales d'après-guerre, les Américains et le camp mondialiste avaient toujours essayé de substituer au mot international, le mot global en anglais, c'est-à-dire le mot mondial en français. Aujourd'hui, par exemple, ça ne serait plus l'Organisation des Nations Unies, ça serait l'Organisation mondiale du monde, vous voyez. Donc, c'est vraiment un combat civilisationnel. Et de ce point de vue-là, Trump est du côté des BRICS, en fait. Il a la même vision du monde que les BRICS et que Poutine, que Xi Jinping, etc. C'est ça le malaise. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il a fait l'objet de tels dénigrements constants dans la presse euro-atlantiste, parce que les gens ont bien vu quel était l'impact. Alors, accessoirement, mais c'est pas du tout accessoire, moi, personnellement, je l'ai dit, je crois que vous m'aviez d'ailleurs interrogé là-dessus aussi, moi, je me réjouis de la victoire de Trump, je l'ai dit depuis des mois et des mois, je suis pas le seul. Certes, c'est un individu fantasque, c'est un individu qui a des... Bon, bref. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il s'est fait... D'abord, je termine mon propos. Il s'est entouré de deux personnalités. J'avais parlé de Robert Kennedy Jr. La deuxième, c'est Elon Musk. Elon Musk, qu'on le veuille ou non, c'est un génie. Ce type est absolument génial. Et ce type qui a quand même créé Tesla, SpaceX, SpaceLink, etc., je pense qu'il n'est pas pour rien du tout dans la victoire, en mettant la main sur le réseau Twitter. Rappelez-vous à quel point il avait été traîné dans la boue quand il avait racheté Twitter. Et également, je pense qu'il a dû réfléchir avec énormément de gens sur comment empêcher les démocrates de truquer les élections. Parce que c'est aussi un autre enseignement de ça, sur lequel peut-être il faudrait revenir tout à l'heure. C'est sur l'affaire, les modalités. Oui, parce que je pense que désormais... C'est un sujet que vous connaissez bien. Oui, c'est un sujet que je connais assez bien. Pour en avoir souffert. Alors attendez, avant de passer tous les sujets, sur ce sujet-là, peut-être je vais demander à Nicolas Mirkovic et Renaud Bochard de vous poser une question chacun. Nicolas Mirkovic. Oui, j'aimerais savoir, donc en effet, Donald Trump a 2 ans, s'il a en effet et le Sénat et la Chambre des représentants. Qu'est-ce que vous pensez qu'il devrait faire par priorité? Parce que 2 ans, c'est à la fois énorme. Il peut tout faire, il va avoir des bâtons de l'État profond, mais qu'est-ce qu'il devrait faire pour commencer à dérouler son programme dans l'ordre? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire et qu'est-ce que vous feriez, vous? Déjà, la première chose, je crois, s'il est engagé, c'est déjà d'arrêter la guerre en Ukraine. Bon. Et là, de ce point de vue-là, ça lui vaudra, qu'on le veuille ou non, quand même le grand soutien de nombreux peuples en Europe. Il y a des pressions considérables qui viennent, par exemple, l'Allemagne veut en finir, tout le monde veut en finir. Moi, s'il y a quelqu'un qui, en ce moment, aujourd'hui, doit avoir chaud aux fesses, si vous me le permettez, c'est Zelensky. Bon. Parce que je pense que Trump, il va décrocher son téléphone et puis il va dire à Zelensky, il faut dégager, vous partez au Panama. Voilà, c'est comme ça que ça se termine avec les Américains. Il n'y a jamais de... Donc, la première chose que je ferai à sa place, c'est de terminer ça et de terminer aussi ce qui se passe en Israël. La rumeur veut qu'il ait dit, paraît-il, qu'il ait eu un coup de téléphone avec Netanyahou et qu'il ait dit à Netanyahou que le 20 janvier, tout devait être terminé. Que le 20 janvier, c'est le moment où il va prendre ses fonctions. Donc, comme le savent les auditeurs, Trump est élu aujourd'hui, le 6 novembre. Il prend ses fonctions le 20 janvier. Ça fait partie de ces facéties de la Constitution américaine qui avait été organisée à la fin du XVIIIe siècle, au moment où il fallait rallier par diligence. Il fallait 2 mois et demi pour pouvoir rallier Washington. Bon, maintenant, ça fait un délai très long, mais qui permet aussi à la nouvelle équipe de commencer à prendre ses marques. Et moi, je suis quand même assez confiant sur le fait qu'il a le soutien de quelqu'un comme Elon Musk, qui doit être un génie en termes organisationnels, en termes conceptuels. Je pense qu'ils ont mis en coupe réglée la surveillance des élections. Et je pense qu'ils ont déjoué de ce qui était prévu, c'est-à-dire des fraudes. Et je pense que là, il va avoir une espèce de rétro-planning, comme on dit, sur qu'est-ce qu'il doit faire. Moi, à mon avis, en termes internationaux, 1, il faut arrêter la guerre en Ukraine. 2, il faut arrêter la boucherie au Moyen-Orient. Voilà, parce que, en plus, ça correspond à ce qu'il est. C'est un homme de paix. C'est ce qu'il a toujours dit. Mais officiellement, Donald Trump soutient
quand même Benjamin Netanyahou. Oui, tout à fait, officiellement. Donc c'est là où d'ailleurs Kamala Harris était plutôt en faveur des Palestiniens, en tout cas. Mais il n'a pas intérêt que ça dégénère non plus, parce qu'en effet, il se définit comme un homme de paix, et si ça dégénère, ce sont des milliards et des milliards d'argent, de dollars du contribuable américain qui vont être déversés de nouveau dans la guerre. Donc il a tout intérêt à l'éviter. Sans faire de la psychologie profonde, moi je crois que l'une des vérités psychologiques du personnage Trump, qui a été complètement occultée, c'est que je pense que profondément au fond de lui-même, c'est quelqu'un de très humain et qui n'a pas envie de faire des boucheries. C'est quand même le seul président des États-Unis depuis plus d'un siècle à non seulement à n'avoir déclaré aucun conflit lors de son premier mandat, mais à avoir fait revenir les boys d'Afghanistan. Donc je pense qu'il va avoir à cœur d'être un homme de paix. C'est quand même aussi le seul à être allé serrer la main de Kim Jong-un, le chef de la Corée du Nord. Enfin, il a montré au cours de son premier mandat que c'était quand même pas du tout, il n'était pas dans la main de ces bellicistes du style Obama. Voilà, alors je pense que c'est un pragmatique, mais en termes internationaux, il y a ça. En termes internationaux, bien entendu, il va défendre les intérêts des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire qu'il va faire voler en éclats, à mon avis, effectivement, le principe du libre-échangisme, etc. Et donc, nous, les Occidentaux en général, et les Européens en particulier, la France tout spécialement, on va avoir l'air de billes. Est-ce que vous imaginez, par exemple, si Trump, demain ou après-demain, téléphone à Zelensky en lui disant « Cher ami, vous allez faire vos bagages, parce qu'il est hors de question que cette affaire continue encore. D'ailleurs, j'en ai parlé avec Poutine. » Vous imaginez en ce moment, il y a des négociations, vous savez, au bord du lac Léman, de façon très confidentielle, déjà, entre des Ukrainiens, des Russes et des Américains. Mais là, maintenant, ça va être plié. Et donc, est-ce que vous imaginez là-dedans la diplomatie française avec Macron qui expliquait encore, ou ce pauvre Jean-Noël Barrot, ou Benjamin Haddad qui est allé au Conseil européen il y a comme ça, du haut de ses 38 ans, avec encore son biberon, et qui est allé expliquer que la France soutiendrait l'Ukraine jusqu'au bout. On est ridiculisé par toute cette affaire. Donc ça, c'est sur les questions internationales, les questions de commerce extérieur. Je voulais juste, sur ces questions-là, donner la parole à Renaud Bochart pour qu'il puisse vous poser une question également. Renaud Bochart, je le rappelle, qui est notre chroniqueur tocsin, fondateur du spectacle Les Chroniques Égrégoriennes et avocat à Washington. Oui, je voulais vous demander, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une différence quand même fondamentale entre l'élection de 2016 et celle d'aujourd'hui, où Trump, en 2016, en fait, accède à la présidence, où c'est quelqu'un qui a de l'intuition, qui comprend très bien que les élites américaines font des tas de choses à l'Américain moyen, que l'Américain moyen n'accepte pas, et qui, par un coup de chance, se retrouve propulsé à la Maison-Blanche grâce à un nouveau média qui lui permet de se court-circuiter en même temps l'establishment du Parti républicain. Tandis que ce qu'il y a, c'est que cette élection de 2016 a provoqué quelque part une réaction de ce que j'appellerais la machine ou le monstre bureaucratique qui s'est considérablement durci. Avec l'élection de Trump à la présidence en 2016, la machine ne s'est plus contentée de gérer le récit. Elle est devenue beaucoup plus brutale. On l'a vu avec l'État covidien, on l'a vu avec l'instauration d'une censure massive, on l'a vu avec la fusion des néoconservateurs et du parti démocrate. Et puis aujourd'hui, Trump revient en 2024, mais là cette fois-ci vraiment avec la conscience très accrue de l'existence de cette espèce de monstre bureaucratique dont il a été quelque part le révélateur. Mais en plus, cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il revient avec une équipe qui est beaucoup plus compétente, avec une doctrine qui est beaucoup plus formée, avec des gens comme Vivek Ramaswamy derrière lui, comme J.D. Vance, avec Elon Musk, avec Robert F. Kennedy pour le volet santé-environnement, avec Tulsi Gabbard pour mettre un terme à la guerre éternelle. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'on est quand même dans quelque chose qui est beaucoup plus prometteur que l'élection surprise de Trump en 2016? Écoutez, je le pense d'autant plus que c'est ce que je disais moi-même tout à l'heure. C'est effectivement, je crois que on est dans une configuration tout à fait différente. Je le disais tout à l'heure. Dans un premier temps, il avait sans doute encore un peu de naïveté. Et puis ensuite, rappelez-vous quand même ce qui s'est passé depuis 8 ans. Pendant les 4 ans où il était président des États-Unis,
tous les jours que Dieu faisait, il était agonie d'injures ou de sarcasme dans la presse occidentale. Moi, j'étais sidéré de voir ça, parce que d'habitude, la presse occidentale est en cire les pompes constamment du président des États-Unis. En France, tous les jours, il était dénigré. On sortait une petite phrase, il y a un côté ridicule du personnage. Et puis, les 4 années suivantes, il a été traité comme un pestiféré. Et puis, quand même, au cours des derniers mois, ils ont voulu l'assassiner, quand même. Donc c'est quand même un rescapé, c'était quelque chose. Il y a, je pense, et ça faut bien comprendre, les Américains aux États-Unis, Dieu n'est jamais très très loin dans la pensée publique, et il a fait quand même un discours. D'ailleurs là, dans son discours, il l'a dit lui-même, un peu comme s'il était, c'est presque Jeanne d'Arc, enfin comme s'il avait été protégé par la destinée pour sauver les États-Unis. Vous savez, ils aiment bien les Américains, les histoires de destinée manifeste. Voilà, ça fait partie de la Providence. C'est la capitale du Rhode Island, je crois, Providence. Les pèlerins du Mayflower étaient venus là pour bâtir une Jérusalem terrestre. Donc il y a ce côté providentiel et donc sur lequel il va jouer et qui, à mon avis, en effet, comme il est accompagné de toutes les personnalités que vous avez rappelées, moi je pense qu'il y a vraiment, ça peut être potentiellement quelque chose de très très important. Alors, moi, à sa place, également, alors en politique intérieure, je pense qu'il faut qu'il s'attaque directement à ceux qui veulent le tuer. C'est-à-dire que moi, je serais à sa place, évidemment, c'est facile à dire, vous allez me dire. Mais moi, je pense qu'il faut mettre les choses telles qu'elles sont. Il devrait démanteler la CIA, qui est un cancer de cette... La CIA plus que le FBI et le FBI, les deux, CIA et FBI, en faire des agences fédérales. Mais là, il risque d'être assassiné avant, non? C'est pour ça que je pense qu'il devrait... C'est un peu une nuit des longs couteaux, si vous me permettez cette comparaison, puisqu'on l'a comparé à Hitler. C'est-à-dire que s'il veut... Mais regardez, sans le comparer forcément à Hitler, comparez avec ce qu'a fait Xi Jinping ou ce qu'ont fait Poutine. Dans tous les pays du monde qui ont voulu, où vous avez un homme d'État qui arrive à la tête du pouvoir pour redonner le pouvoir à la nation, c'est-à-dire en fait au peuple, il s'est partout heurté à des oligarques. Et regardez, Poutine, il a mis au pas les oligarques. Oui. Et regardez Xi Jinping, vous savez, des milliardaires style Jack Ma. C'est un type, il a disparu, c'est un multimilliardaire. Il a été envoyé, je sais pas quoi, au Laoga. Alors, c'est des méthodes un peu expéditives. Mais Trump, il va se heurter. Qu'est-ce qu'il va faire de Bill Gates? Qu'est-ce qu'il va faire de Fauci? Qu'est-ce qu'il va faire de Big Pharma? Qu'est-ce qu'il va faire? Ils sont ultra puissants. Ils ont quand même des instruments mondiaux, des organismes mondiaux avec eux. On se demande comment il va opérer. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est pas du tout gagné. Mais moi, il bénéficie de quelques personnalités tout à fait hors du commun, dont, à mon avis, Elon Musk étant l'un de ses plus gros atouts en la matière. Oui, mais vous parlez d'Elon Musk pour la connaissance et l'organisation et de la sécurité, mais je pense que quand même, Robert Kennedy, on connaît un coin. Oui, non, mais je l'ai cité aussi, je suis d'accord. Parce que justement, sa famille ayant vécu ce qu'elle a vécu, je pense qu'il sait aussi ce à quoi on peut s'attendre et comment. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que vous allez avoir Trump qui a failli être assassiné, la balle est passée à 1 centimètre de son cerveau, et Robert Kennedy, dont 2 membres de sa famille, le président Kennedy et Robert Kennedy, ont été assassinés. Donc imaginez dans quel état d'esprit ils doivent être. Ils sont forcément dans un esprit de revanche et d'essayer de casser cette mécanique infernale qui a cette espèce de mafia, de pieuvre qui a mis la main sur les États-Unis d'Amérique à partir des années 60. Donc c'est pour ça que moi je serais à sa place, je me ferais une garde prétorienne et puis peut-être faut-il envoyer l'armée pour démanteler le FBI et la CIA. Que l'armée ne soit pas elle-même... Ah oui, bien sûr. Alors, vous étiez sur le terrain militaire au départ, sur les enjeux militaires internationaux. Vous avez dit stop à la guerre en Ukraine, stop à la guerre en Israël, d'après ce que vous nous avez dit pour le 20 janvier, c'est ça. Donc maintenant, allons, vous commencez à aborder la guerre économique, qui est un enjeu qui nous touche directement. Alors, la guerre économique, je pense que Trump, lui, ce qu'il veut, c'est défendre le pouvoir des Américains. Donc, il se fiche éperdument de ce qui se passe en Europe. C'est pas son sujet. Mais puisqu'il veut défendre les intérêts américains, puisqu'il a dit justement qu'il allait faire revenir l'industrie aux États-Unis, il va forcément falloir effectivement qu'il s'attaque à l'Organisation mondiale du commerce, qu'il s'attaque au principe du libre-échange, etc. Et donc, de ce point de vue-là, je vois pas comment
l'Europe, l'Union européenne va être entraînée dans un maelstrom. On va découvrir tout simplement que les pays d'Europe n'ont plus de stratégie, ne savent plus où ils en sont. Et il va également dans le même mouvement, puisqu'il restaure les frontières, il a pris un engagement absolument formel, qui est celui de la question des migrations. Les États-Unis d'Amérique, d'ailleurs, avaient déjà refusé, vous vous rappelez, c'était d'ailleurs sous Trump lui-même, de signer et ratifier le traité de Marrakech. Vous savez, qui transforme l'homme en une espèce de, non plus homo sapiens, mais homo migrans, c'est-à-dire que les êtres humains auraient vocation attachés à aucune terre. Un truc à la Jacques Attali, vous savez. Bon. Donc lui, il s'était opposé à ça, et de telle sorte qu'il y a quelques États dans le monde qui ont refusé le pacte de Marrakech, notamment les États-Unis d'Amérique, mais aussi le Chili et aussi Israël. On n'en parle pas suffisamment. On peut comprendre que les Israéliens n'aient pas très envie que leurs frontières soient ouvertes. Mais ça pose un problème conceptuel de fond sur tous les fondamentaux de la construction européenne. L'Union européenne est fondée sur le libre-échange. Si maintenant le donneur d'ordre américain ne le veut plus, qu'est-ce qu'ils font? L'Union européenne est fondée sur les migrations obligatoires, puisque ça n'en déplaise à Madame Le Pen, à Monsieur Zemmour, etc. À partir du moment où ils veulent rester dans l'Union européenne, ils ne peuvent pas réglementer l'immigration, puisque la politique officielle de l'Union européenne, c'est d'augmenter le nombre de migrants légaux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire face aux États-Unis qui vont faire tout le contraire? Il y a aussi un autre phénomène qui est à suivre de près. C'est ce qui s'est passé en Floride cette nuit, où un amendement, vous savez, pour protéger l'avortement a été rejeté. C'est-à-dire que l'avortement va sans doute être remis en cause en Floride. Vous savez que les États-Unis, sur bien des sujets, sont souvent 20 ou 30 ans en avance sur l'Europe occidentale. Qu'est-ce qui va advenir de ces questions? On assiste à vraiment une remise en cause. Alors, je ne parle même pas, c'était votre interlocuteur québécois si sympathique, il le disait tout à l'heure, à juste titre, toute l'idéologie woke, le transgenrisme, etc. Je pense que ça peut... C'est un tremblement de terre idéologique et historique, je pense. Vous pensez que l'Union européenne peut s'effondrer? Ah oui. Oui, parce que pour l'instant, regardez, vous savez ce qui s'est passé quand les Britanniques ont voté pour le Brexit. D'ailleurs, vous avez vu qu'en Pennsylvanie, où Trump a tenu l'un de ses tout derniers meetings, Trump a fait acclamer la présence de Nigel Farage qui était au premier rang. Lorsque Nigel Farage a proposé le Brexit au Royaume-Uni, tout le monde a défilé au Royaume-Uni. Quand je dis tout le monde, c'est des Américains qui ont défilé au Royaume-Uni pour dire qu'il fallait surtout pas que les Britanniques sortent de l'Union européenne, comme si c'était leurs affaires. En effet, oui, c'est leurs affaires, puisque j'explique depuis 17 ans que la construction européenne... C'est leur supermarché, donc c'est là qu'ils achètent leurs affaires. La construction européenne, c'est un moyen fantastique d'avoir vassalisé le continent européen à leur profit. C'est un glacis géopolitique américain. Mais à partir du moment où maintenant Trump est d'accord avec Nigel Farage, les forces de cohésion qu'ils imposent à l'Union européenne de rester ensemble, ils vont se distendre. Je pense que Trump verrait sans difficulté le délitement de l'Union européenne, de la construction européenne, qui ne demande d'ailleurs que ça. Donc, vous voulez dire que, juste pour qu'on voit comment ça va procéder, l'influence, on sait qu'il y a une influence terrible au sein de l'Union européenne, au sein de la Commission européenne par exemple, cette influence étant elle-même moins forte, mais il y en aura quand même, venant pas forcément directement de Washington, mais d'autre part, on parle de l'État profond, on parle des grandes associations américaines et autres, et des grands financiers, donc l'influence va quand même perdurer, mais moins forte. Et donc, vous pensez que finalement, l'Union européenne va peu à peu se déliter? Écoutez, moi, c'est ce que je dis depuis 17 ans. Alors, simplement, comme je le dis souvent, c'est comme dans... c'est comme... Oui, je pense que de toute façon, la construction européenne a voué à exploser comme l'euro. Il n'y a pas dans l'histoire des hommes depuis 2500 ans de monnaie supranationale qui ait duré plus que quelques décennies, voire 2-3 siècles. Ça n'existe pas. Parce que, comme on en découvre le principe dans la Bible, une monnaie, c'est un peuple et une nation. On ne peut pas avoir de solidarité. Ça traduit une solidarité naturelle d'avoir une même monnaie. Donc, les États-Unis ont été à la manœuvre constamment pour maintenir cette pression. Rappelez-vous, lorsqu'il y a eu l'affaire de la crise grecque, il y avait eu un sommet des ECOFIN, des ministres des Finances
de la zone euro qui s'était tenue, je crois que c'était à Varsovie de mémoire, et vous aviez Timothy Geithner, qui était le secrétaire d'État américain, et qui avait fait le voyage pour indiquer qu'il fallait absolument conserver l'euro. Donc c'est vraiment, ce sont des instruments d'asservissement pour le glacis géopolitique. Et si on veut prendre à mon avis, la hauteur de vue suprême, si on regarde les choses, moi, je suis convaincu que nous assistons à une réplique, pour parler en termes sismiques, de ce qui s'est passé entre de 89 à 91. C'est-à-dire que le monde s'est ordonnancé avec les conférences de Téhéran de 43, de Yalta, de 44 et de Potsdam également. Le monde s'est ordonnancé... Yalta, c'était en début 45, je ne me rappelle plus. Le monde s'est ordonnancé en deux clans. Enfin, tout le monde le sait. Il y avait le clan socialiste qui avait mis la main sur l'Europe de l'Est, et puis sur une autre partie du monde, et le clan américain, sous domination de Washington, qui avait mis... Or, ce à quoi on a assisté de 89 à 91, c'est un immense tremblement de terre avec la désagrégation de la domination de l'Europe et occidentale par l'URSS, qui s'est d'ailleurs traduit jusqu'à la désintégration, la désintégration de la Russie. Et moi, j'ai toujours pensé, j'ai dit ça depuis des années, je pense qu'on est en train de s'en rapprocher, qu'il va y avoir ce qu'on appelle une réplique en termes sismiques. Vous savez, quand il y a un immense tremblement de terre, quelques jours après, ou un jour ou deux, ou quelques heures après, vous avez un autre tremblement de terre parce que la secousse a été tellement énorme que ça a tout bouleversé. Et je pense que nous allons inéluctablement vers une désagrégation du glacis géopolitique américain en Europe, de la même façon qu'il y a eu la désagrégation il y a donc une vingtaine d'années, 25 ans, du glacis géopolitique soviétique en Europe. Et tout ça pour le grand retour des peuples et des nations. Hein. Comment on tire les marrons du feu, justement? Parce que ça peut aussi, dans l'autre sens, avec la fin du glacis, ça peut être la fonte des glaces et on coule tous dans la fonte des glaces. Écoutez, en ce moment, la France, je pense qu'on peut difficilement faire une pire situation que la France aujourd'hui. Moi, ce que je trouve, parmi tous les enseignements, c'est très très riche qui est en train de se passer, il y a un enseignement extraordinaire quand même, c'est la révolte du peuple américain. Et je voyais, j'ai vu Elon Musk fait des tweets absolument extraordinaires, très très lapidaires, et là il a... 7 et match. Oui, il a dit jeu 7 et match pour tout à l'heure, vers 6h du matin, heure française, 5h du matin, même pour dire que c'était plié en faveur de Trump. Et là, il a fait un autre tweet que j'ai trouvé extraordinaire. Alors, à chaque fois, il y a 17 millions de vues, etc. Il a fait un tweet qui a dit « You are the media now ». Maintenant, c'est vous, les médias. Et là, il y a quelque chose, vous en avez parlé, j'abonde dans votre sens, c'est que les médias français, enfin occidentaux en général, français en particulier... Parce que les Québécois, alors on avait une compétition pour dire où étaient les pires médias. Ah, mais ils se sont couverts de honte. Mais même encore tout à l'heure, à 6h, 7h du matin, je lisais Le Figaro, qui disait Kamala Harris a remporté Hawaï, c'est au coude à coude. Non, c'est pas du tout au coude à coude. Et donc, il y a quand même il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'il faut que les Français comprennent que les médias sont leurs ennemis. Et que les Français, tant qu'ils continueront à voter comme le disent les médias, ils ne s'en sortiront pas. Si vous me le permettez, j'aimerais être un peu le Trump français. J'ai bien des différences avec lui, mais j'ai quand même un point commun. C'est que moi, je me suis bâti comme lui contre tout le système. Et là, c'est la vie. Alors évidemment, lui, il est milliardaire, ce que je ne suis pas. Donc lui, il a accès à des médias, ce que je n'ai pas. Mais lui, c'est quand même quelqu'un qui a du courage et qui s'est battu contre tout le système en disant ce qu'il pensait être la vérité. Ça montre à quel point en France, tous nos médias, mais aussi la fausse opposition française qui fait risette devant tous les médias, etc., quand je pense, si vous voulez, que le Rassemblement national, que Zemmour, que même Mélenchon, tout ce petit monde s'est mis derrière Zelensky en approuvant ce qui se passait par peur, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils obéissent aux médias. C'est la soumission. Voilà. Gloire à ceux qui, je n'étais pas le seul, mais on n'était pas si nombreux, qui ont constamment défendu... Si je peux me permettre, les politiques que nous avons reçus, les trois, donc on avait Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Frédéric Poisson et vous-même, vous faites partie des trois donc, qui, sur ce sujet, n'ont pas cédé. C'est vrai, c'est exact. C'est qui ont au moins qui ont refusé d'entrer dans le narratif sur l'affaire de l'Ukraine et contre la Russie, et sur bien du sujet. Donc je pense que d'une façon ou d'une autre,
ce qui vient de se passer aux États-Unis va se reproduire en France. Simplement, il ne faut pas que les Français se trompent. Oui. Voilà, parce que l'homologue de Trump, ça n'est pas Bardella ni Zemmour. Alors, on a compris le message, François Asselineau. Si vous voulez, vous pouvez rester avec nous. Mais d'abord, je voudrais remercier, saluer et retourner une fois encore au Québec pour ce studio France-Québec et cette très belle production, puisqu'ils vont nous quitter. Il y a de l'énergie dans la salle, mesdames et messieurs, au Québec! Il y en a quelques-uns qui sont en camping, mais après l'émission, on va danser, mesdames et messieurs, pour se réveiller. Merci, on vit des moments incroyables. On est très heureux de partager ces moments avec vous. Non, mais c'est nous qui vous remercions infiniment pour tous les reporters que nous avons reçus. Merci à vous, Captain Cosmo, parce que la traduction était incroyable, beaucoup plus fleurie, je pense, et colorée que ce qu'on aurait pu avoir sur les autres plateaux, ça c'est certain. Donc merci infiniment à vous, merci pour vos analyses. Et puis, évidemment, un partenariat, voilà, c'est ça, hein, c'est les alliances. Donald Trump a su faire de très belles alliances. François Asselineau, je profite pour faire une petite pique, pourrait faire de très belles alliances. Et Toxin fait de très belles alliances aussi avec vous aujourd'hui dans ce très beau partenariat avec France-Québec. Donc merci infiniment à vous. Je ne sais pas si vous vouliez peut-être faire un dernier tour sur les cartes ou prendre une dernière fois la parole avant qu'on ne vous dise définitivement au revoir. Moi, j'avais juste un petit dernier commentaire ce soir. Moi, je vois, quand on va regarder ça avec l'histoire, on va voir que aujourd'hui, c'est la mort officielle des médias traditionnels parce qu'ils ont mis tout leur pouvoir, toute leur influence d'une manière coordonnée, tous contre un seul homme pour l'arrêter. Et malgré ça, ça ne fut pas assez. Et le fait que les médias, la campagne s'est faite sur les podcasts. Ce soir, c'est sur les podcasts, les émissions indépendantes qui sont les plus pertinentes et le succès de notre soirée en fait foi. Donc, c'est historique pour l'Amérique, mais pour les médias, ce sera une date à retenir comme la fin officielle de leur influence sur la population. À mon avis, c'est comme ça que je le vois. Mais vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, ici, on a des chiffres. On est plus que de 12 000 ici en direct sur YouTube. Donc, évidemment, sans compter toutes les personnes qui vont nous rejoindre après pour réécoute. Et puis, sur toutes les autres plateformes, parce que vous êtes extrêmement nombreux sur Twitter et autres. Et on me dit dans l'oreillette que je crois que c'est France Inter, c'est ça. Ils sont 800 sur le direct de France Inter. Donc autant vous dire, alors c'est sur la plateforme numérique, mais voilà, autant vous dire que oui, je pense que le coût pour l'État de chaque personne qui écoute France Inter ce matin est extrêmement élevé. Je précise que c'est sur YouTube, mais tout de même, aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus sur leur téléphone que sur des postes radio classiques. Alors, merci en tout cas, encore une fois, infiniment à vous tous, à France-Québec, les productions France-Québec avec qui on retravaillera avec grand plaisir. Merci à vous et bonne continuation de live et surtout bonne nuit que vous rattraperez un peu en retard. Merci encore à vous, merci au Québec et merci aux États-Unis qui étaient avec nous en direct. Et je reviens ici en France parce que c'est quand même le sujet, c'est notre sujet. François Asselineau, on revient. Vous avez entendu un petit peu le petit mot du Québec et c'est cette victoire des médias, vous le disiez déjà avant, la victoire plutôt des médias alternatifs ou même des médias, c'est-à-dire de chaque Français ou de chaque citoyen qui peut devenir lui-même le média. Oui, alors il se trouve qu'aux États-Unis, le basculement vers les médias Internet, vers les médias libres, si j'ose dire, est nettement plus avancé qu'en France. Bon, les médias officiels sont quasiment en train de péricliter. Et moi, j'espère qu'en France, alors on a toujours un temps de retard, mais j'espère qu'en France que ça va être le cas, parce que c'est absolument scandaleux ce qui se passe en France. Le caractère absolument univoque des informations, mensongers, trompeurs, dans tous les domaines, que ce soit sur l'affaire de la Covid, que ce soit sur l'affaire de l'Ukraine, que ce soit sur la Russie, que ce soit sur l'Union européenne, le Brexit. Enfin, ouais, vous le savez, Dieu sait si je proteste et je continuerai de protester, parce que moi, malheureusement, je suis pas un milliardaire comme Trump, donc j'ai pas un média pour le dire à ma place. Mais quand vous pensez que nous sommes totalement interdits d'antenne, alors que tout ce que je dis personnellement depuis 17 ans ne cesse que de se révéler exact. Pourquoi on a de plus en plus de gens qui nous rallient à l'UPR? Pourquoi, par exemple, on a tenu notre université d'automne? On avait 500 personnes comme ça, et je suis désolé, c'était au milieu de l'Indre-et-Loire pendant la Toussaint. Il n'y a aucun parti politique qui est capable de faire ça. On avait une belle table de personnalités. Il y avait Caroline Galacteros, Éric Branca, Gilles Casanova,
Laurent Ozon, Emmanuel etc. Todd, non, même. Non, il pouvait pas, il était au Japon. Mais on a des... Il n'y a aucun média qui même n'en a parlé. Et c'est comme ça systématiquement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ils ont tout verrouillé. Tout l'appareil d'État est verrouillé en France, y compris d'ailleurs... J'aimerais dire peut-être un petit mot sur ce qui se passe concernant la fraude. Parce que là, il y a aussi un enseignement sur ce qui vient de se passer. L'enseignement, rappelez-vous ce qui s'est passé cette nuit. Il y a encore Obama, il y a quelques heures, qui a fait un tweet pour expliquer que ça prendrait des jours pour dépouiller. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Bon, ça veut dire que probablement les Américains, vous avez des gens qui ont compris que si on veut faire des fraudes, il faut multiplier les façons de voter. Voilà, parce que normalement, Elon Musk lui-même l'a dit, la seule façon d'assurer le minimum de fraude, c'est qu'il y ait un vote avec scrutin secret, personnel, anonyme, dans une urne, ce qui signifie un isoloir pour que la personne puisse voter toute seule sans avoir un entourage, et ensuite dans une urne devant tout le monde et qu'ensuite on dépouille et que tout le monde voit ça sur papier. Oui. C'est le seul truc qui est garant et qui garantit la paix civile. Or, tout l'État profond américain, tous les démocrates, mais c'est arrivé aussi en France, essayent constamment de diffuser des modes alternatifs de vote, sur des motifs fallacieux d'ailleurs. Alors maintenant, il faudrait pouvoir voter par correspondance. Mais le problème du vote par correspondance ou par Internet, c'est que vous n'avez pas d'isoloir. Vous ne savez pas si la personne, au moment où elle a voté, elle était toute seule ou s'il n'y avait pas son mari ou sa femme ou ses enfants ou ses collègues de travail qui faisaient pression pour qu'ils votent dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, vous ne savez pas qui va traiter ensuite l'information. Tous les informaticiens, Elon Musk le premier, le sait très bien, savent qu'on peut tout truander. Or, je vois qu'en France, il y a cette volonté de développer, comme aux États-Unis, cet effet Dominion. Monsieur Jean-Noël Barrot, d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, qui était absolument incompétent d'ailleurs pour occuper ce poste, avait fait une proposition de loi il y a encore quelques mois pour multiplier le vote par Internet en France. Mais c'est-à-dire, c'est la porte ouverte à la triche. Vous savez que c'est-à-dire, juste, pardon, François Asselineau, si on récapitule, le pire des États-Unis, c'est-à-dire justement ces médias qui écrasent et qui interdisent de dire autre chose, cette façon de voter, donc avec toutes les failles structurelles qui font partie, qui peuvent provoquer la triche. Tout ça, on l'importe en France, finalement. On importe ce qu'il y a de pire. On importe ça. On importe l'idéologie woke, transgenre, la remise en cause de toutes les valeurs traditionnelles du monde occidental. On importe le satanisme. Enfin, c'est quoi ces trucs-là ? Moi, j'ai demandé aussi, on attend toujours des explications sur les cérémonies satanistes les Français ont dépensé 120 Vous parlez de quelle cérémonie ? Au JO. Ah oui, au JO, oui, d'accord. Les Français ont dépensé 120 millions. Je pensais que vous reveniez sur P. Diddy, moi. Non, mais c'est la même chose. C'est un volet. Je veux dire, mais pourquoi est-ce que les Français, pourquoi est-ce qu'on fait comme si c'était normal alors que la France est en faillite, qu'on ait dépensé 120 millions d'euros pour cette cérémonie aux Jeux Olympiques. Donc vous avez raison, on a l'impression que tout ce qu'il y a de pire produit par les États-Unis, on l'a pris à notre profit, si j'ose dire. Alors ce sera ma dernière question, François Asselineau, puis ensuite un mot de la fin pour Nicolas Mirkovic, un mot de la fin pour Renaud Bochart. Justement, quelle est aujourd'hui la conclusion et comment la France peut se réveiller avec cette élection ? J'espère que ça va être un tremblement de terre. J'espère que ça va être une espèce de choc, que l'opinion publique française va se rendre compte, à découvrir qu'on lui a menti depuis des années, qu'on lui a menti et sur la victoire de Kamala Harris, et sur le Covid, et sur l'Ukraine, et sur la Russie, et sur tout, etc., et sur la fatalité du libre-échange. Ça fait mal aux yeux, hein. Oui, et c'est pour ça qu'on est vraiment face, je pense, à un bouleversement historique. Vous savez, il y en a un tous les 30 ans. C'est, à mon avis, comparable à la chute du mur de Berlin. Ouais. À moins que, peut-être, effectivement, l'État profond américain se venge. Et voilà. Mais vous savez, il y a des dynamiques historiques aussi dans l'histoire. C'est un phénomène comme celui qui est en train de se produire, à mon avis, va tout balayer. Oui. Les gens, le forum de Davos, tout ça, le World Economic... Parce que maintenant, tout le monde sait, grâce à Internet, il y a énormément de gens conscients de ce qui se passe, en fait. Et donc, ce qu'il faut vraiment, c'est que les Français
comprennent ce qu'ont compris le peuple américain. C'est cette fameuse parole, vous savez, qui avait été reprise par Jean-Paul II, c'est du Christ, n'ayez pas peur. Voilà. Il faut que les Français n'aient pas peur et qu'ils savent que la France est un grand pays et qu'ils doivent redresser notre pays qui n'est pas voué à disparaître. François Asselineau, c'est nouveau ça. Non mais c'est intéressant. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, François Asselineau, comme on peut le voir avec Donald Trump, comme vous l'avez dit, on a l'impression qu'il y a une destinée qui dépasse aujourd'hui peut-être quelque chose d'historique, comme vous le dites. C'est quelque chose qui doit se passer, qui dépasse presque les hommes. Finalement, ils sont rattrapés par quelque chose. Là. Est-ce que c'est le fameux combat du bien contre le mal, comme le disaient certains de nos... On remet un peu de verticalité, de spiritualité. Il y a quelque chose qui nous transcende, quelque chose qui est au-dessus de nous. C'est ce qui a fait que les nations, les peuples européens, même les Américains, à leur manière, ont pu s'élever. Et donc, c'est en effet quelque chose qui est en train de revenir dans nos sociétés et qui est positif. Parce que du coup, on est en effet dans la décadence, dans la chute, dans la quête identitaire de tout ce qu'on veut. C'est votre analyse aussi pour cette première journée historique. Exactement, je suis complètement d'accord avec ce que dit M. Asselineau. Je pense que c'était extrêmement important. C'est un tremblement de terre. J'ai juste un élément auquel il va falloir faire très attention, c'est de qui s'entoure Trump. Bien sûr. La dernière fois, il avait la possibilité de nettoyer le marécage et il s'est entouré de personnes comme Bolton, comme Pompeo. Sur Joe Rogan, il a encore dit du bien de Pompeo, c'est extrêmement inquiétant. Même Tucker Carlson dit qu'il est extrêmement vicieux. Ça va être extrêmement important. S'il s'entoure vraiment des personnes de la trempe de Tulsi Gabbard, de Robert Kennedy Jr., s'il s'entoure de ces personnes qui sont alignées sur sa politique, vous pouvez être sûr et certain que tout ce qu'a dit M. Asselineau là va se mettre en place. Parce que ça veut dire qu'il va à fond, il ne va pas perdre de temps et qu'il s'entoure de l'équipe. Et je pense qu'il a appris de ses erreurs, il a appris de sa naïveté en politique et que cette fois-ci, s'il s'entoure bien, il va vraiment faire quelque chose de profond aux États-Unis. Renaud Bochart, pour conclure, vous aussi, vous êtes d'accord avec cette notion d'une forme de destinée, quelque chose qui presque dépasse Donald Trump et qui nous dépasserait tous aujourd'hui, historiquement? Oui, c'est un petit peu ce que je voulais dire d'ailleurs dans ma question à propos de 2016 et de 2024, où je pense que c'est un complet accident de l'histoire que Trump ait été élu en 2016, alors que la machine aurait pu continuer en fait à gérer le récit. Et je pense que c'est cette élection de Trump et les réactions que ça a entraîné de la part des forces de la machine ont réveillé cette chose qui est extrêmement dangereuse, qui peut être fatale pour la machine, qui est le goût de la population américaine pour l'autogouvernement. Et je pense que là-dessus, c'est tout à fait... le Trump est un vecteur, quelque chose. Et c'est par leur hubris, les forces de la machine ont réveillé une espèce de némésis qui en fait, qui s'incarne dans Trump. Je pense que Trump, c'est pas le sauveur, c'est pas l'idole de la personne préférée, le gars à qui les Américains veulent emprunter des outils. C'est vraiment l'expression dans laquelle ils ont dit c'est fini. Vous nous avez, c'est le messager, le transporteur, quoi. C'est le messager. Nous, majorité apathique, vous nous avez transformés en un ennemi. Et cet ennemi s'exprime dans Trump. Alors c'était exprimé de manière assez maladroite en 2016 et là je pense que ça revient cette fois-ci avec quelque chose qui peut vraiment lever un vent d'espoir. Eh bien, on va rester sur cette note d'espoir. Merci infiniment, François Asselineau, président de l'Union populaire et républicaine. Merci à vous, Nicolas Mirkovic. Je rappelle, analyste géopolitique, président de l'association Ouest-Est. Vous faites un magnifique travail. Et puis, ce livre, L'Amérique Empire, aux éditions Temporis. Merci à vous, Renaud Bochart, qui est, je crois qu'il est 2 heures, non, même plus tard, là, 3 heures. Et 4 heures. Ah oui, 4 heures, bah oui, parce que le temps passe depuis tout à l'heure. Donc il est 4 heures, cher Renaud Bochart. Merci infiniment d'avoir tenu le coup et d'être resté avec nous pour suivre cette journée historique ici. Je rappelle que vous êtes fondateur du Substack Les Chroniques Grégoriennes et fondateur du podcast French Invaders. Merci à vous tous, chers amis. Plus de 12 000 personnes ici au Tenté, évidemment. Quand on cumule, on est beaucoup plus et encore, sans compter les autres plateformes. Je rappelle Twitter et toutes les autres. Vous nous écoutez aussi en podcast. C'est un record absolu. Puis alors, autant vous dire qu'on écrase littéralement les médias mainstream et là aussi on ne va pas bouder notre plaisir, chers amis, on ne va pas le bouder, d'autant plus que c'est peut-être justement la victoire définitive des médias alternatifs contre les médias mainstream et on aurait des choses à dire. Il faut soutenir, moi j'en profite Clémence, je vais faire votre boulot c'est là. Gentil, oui, exactement, parce que vous voyez que il n'y a pas de médias alternatifs, il n'y a pas de vérité s'il n'est pas soutenu, on ne peut pas être spectateur de notre destin, on doit s'impliquer. Alors tout le monde peut s'impliquer, je le dis à chaque fois, dans son quartier, dans sa famille, dans son école, on peut s'engager en politique, mais rien
ne se passera si on ne s'engage pas. Et le minimum que chaque personne doit investir aujourd'hui, c'est un peu de temps, mais au moins soutenir financièrement les médias que vous suivez, les médias qui apportent de la vérité, les médias qui vous disaient déjà il y a plusieurs mois, voire il y a plusieurs années, que Trump pouvait gagner. La vérité était ici, elle n'était pas sur BFM ou France Inter. Donc il faut investir. Donc moi j'invite les personnes à soutenir Toxin. Alors comment on fait pour soutenir Toxin? Toxin-media.fr. Ensuite vous allez sur soutien et vous nous soutenez surtout par un don régulier. C'est vraiment ce qui va changer les choses. Évidemment, nous avons un an, on est plus que 13 000, on me dit, pas 12 000, 13 000 ici en direct sur YouTube. Un record absolument fantastique. Aidez-nous à continuer à faire ce genre d'émission. Et évidemment, je crois que c'était les mots de la fin, Nicolas Mirkovic. Engagez-vous auprès des associations telles que West Est. Engagez-vous avec François Asselineau. Écoutez les vidéos, écoutez ceux qui vous disent des choses et qui malheureusement souffrent, qui sont martyrisés parce qu'ils disent les choses, mais finalement, vous voyez, la roue tourne, on le voit avec Donald Trump. Merci infiniment à vous tous